Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal sur Télé Sahel. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Salifou, a reçu ce matin en audience le nouveau ambassadeur de l'Inde au Niger. Ils se sont entretenus sur les relations qui existent entre les deux pays. Ses fonctions en tant qu'ambassadeur de l'Inde auprès du Niger, c'était juste une visite de courtoisie du président de l'Assemblée nationale du Niger, échanger par rapport aux relations entre les deux pays, étendre ces relations et les renforcer aussi. Il y a un programme de renforcement de capacité entre les deux pays et aussi à informer le président de l'Assemblée nationale par rapport au développement des projets qui sont en cours, à assurer la volonté de l'Inde de renforcer les relations entre les deux pays. Les euros aussi que c'est réciproque entre lui et le président de l'Assemblée nationale. C'est qu'ils ont eu à dire que c'est réciproque. Le ministre de la Défense nationale, Karijo Mahamadou, a animé ce matin une conférence de presse relative à l'enquête menée par la gendarmerie nationale sur la tentative de coup d'État déjouée à la veille de la célébration de la fête de la République le 18 décembre dernier. À l'issue de cette enquête préliminaire, il a été situé la responsabilité d'un groupe d'officiers civils qui ont tenté de renverser le régime en place. Le ministre de la Défense nationale, Karijo Mahamadou, a répondu aux questions de la presse. Le 15 décembre 2015, la gendarmerie nationale a reçu des renseignements selon lesquels un projet de coup d'État dont l'exécution serait imminente est en préparation. Aussitôt, le haut commandement a fait ouvrir une enquête sur les faits et a pu interpeller d'une manière préventive les mises en cause et procéder aux investigations sur les faits. L'enquête préliminaire donc menée sans désemparer par la gendarmerie nationale est à son terme. Pendant tout le temps qu'elle a duré, le respect scrupuleux de la loi a été une préoccupation constante. Et de cette enquête-là, il ressort bel et bien que des militaires, au nombre de 12, dont un général, ont entrepris des concertations en vue de faire un coup d'État le 18 décembre 2015 au retour du président de la République des festivités de la fête de proclamation de la République à Maradi. Le coup d'État devait avoir lieu, bien sûr, à Niamey. Selon donc les renseignements recueillis par la gendarmerie nationale, ces officiers envisageaient d'utiliser les hélicoptères de l'armée de l'air, le bataillon d'artillerie de Tillabéri et la compagnie antiterroriste de Walam, tout en ayant des complices au sein de la garde présidentielle. Alors, à ce jour, les enquêteurs ont situé la responsabilité de 13 personnes, dont 10 militaires, des fans, 2 gardes nationaux du Niger et un civil. Une liste de 10 autres officiers a été retrouvée chez un des prévenus, avec un des prévenus, en l'occurrence celui qui semble être donc le chef, mais les vérifications en cours n'ont pas encore établi leurs responsabilités. Les officiers dont les responsabilités sont établies seront très bientôt présentés au commissaire du gouvernement pour leur poursuite judiciaire, d'autant plus qu'ils doivent comparaître devant le tribunal militaire. Mais sachez qu'entre-temps, au regard donc de la gravité des faits décelés, le traitement disciplinaire qu'une telle situation requiert est administré sans préjudice
des suites pénales qui peuvent suivre, bien sûr aux militaires. Par ailleurs, au titre de la même affaire, 10 civils et 3 douaniers font l'objet d'enquêtes de la gendarmerie nationale pour vérification de leur implication éventuelle à compter du jour où ils ont été mis à la disposition de la gendarmerie. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour répondre à des questions relatives à cet événement. Monsieur le ministre, que dites-vous des accusations des avocats qui disent que les prévenus n'ont pas été assistés par leur conseil? J'ai le devoir, en tant que ministre de la Défense nationale, de protéger l'intégrité du territoire, d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Et je crois que l'intervention que nous faisons dans ce dossier, c'est juste pour accomplir une mission et un devoir. Pour parler des avocats qui ont parlé de manque d'assistance à l'ouverture ou bien à l'arrestation, vous savez, il ne faut pas faire de confusion. Moi, j'ai appris que l'article 45, effectivement, du Code de justice militaire, dit que on fait une procédure comme dans le Code de procédure pénale, sauf au cas où il y a des dispositions contraires. En effet, il y a une disposition contraire au niveau du Code de justice militaire, c'est au niveau de l'article 85. Voilà ce que dit l'article 85 du Code de justice militaire. Le Code de procédure pénale est applicable aux juridictions militaires dans tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent Code. Ok. Et ce Code-là, il dit, lors de la première comparution, l'inculpé est avisé de son droit de choisir un conseil dans les conditions fixées à l'article 29 du présent Code. Et l'article 29 dit ceci, la défense devant le tribunal militaire est assurée par les avocats inscrits au barreau ou admis en stage, ou par les officiers ou sous-officiers désignés sur des listes dressées annuellement par le ministère chargé de la justice sous proposition du ministre chargé de la défense nationale à ce qui concerne les militaires. Alors, donc, voilà les différents articles qui peuvent nous éclairer sur cette situation. Les messieurs, les mis en cause, vont faire leur première comparution bientôt. C'était les enquêtes préliminaires, et là, on nous dit ils ont droit, c'est même quand le commissaire du gouvernement on va lui désigner un juge d'instruction. Le président de la chambre de jugement va lui désigner un juge d'instruction, et lui, il va dire au juge d'instruction, voilà, je vous présente ces messieurs-là. En ce moment, c'est le juge d'instruction qui dit aux prévenus, vous avez le droit d'avoir des avocats. Nous ne sommes pas encore à ce stade-là. Donc, moi, je ne ferai pas de polémique avec les avocats, c'est leur travail. Moi, mon devoir, c'est de protéger, malgré eux, ceux qui courent les dangers dans ce pays-là, et je vais le faire. Voilà. Deuxième question. On parle d'aveu de ces officiers. Alors, qu'en est-il exactement? Ils ont avoué, ils n'ont pas avoué, où est-ce qu'on en est? Et bien, vraiment, je ne souhaiterais pas être trop bavard, parce que nous sommes dans une procédure, c'est un dossier qui est judiciaire, mais je peux vous affirmer, sur l'honneur, au minimum 4 personnes ont plongé. 4 personnes ont reconnu être en train de préparer un coup d'État, à commencer par leur chef. Vraiment, je ne dirai pas de nom, vous m'excuserez, mais c'est pour le dossier. C'est un dossier judiciaire, je n'ai pas l'habitude de vous réunir pour vous parler. Et quand je parle, je souhaite que ça soit vrai, quoi. Monsieur le ministre, troisième question. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a 10 civils qui ont été arrêtés, dont les enquêtes se poursuivent contre eux. Alors pourquoi est-ce qu'on les a arrêtés sans avoir de preuves contre elles, pardon? Est-ce que le président du Moulin Fadouala Mamadou, est-ce qu'il est soupçonné? Monsieur Moumouni, quand on a des informations, des renseignements, on dit, on vous accuse d'avoir fait telle chose. Mais il faut bien qu'on aille vous chercher pour vous demander, Moumouni, mais voilà ce qu'on vous... est-ce que c'est vrai? Ah,
qui a dit ça? Ah, c'est Moussa Kaka. Allez-y chercher Moussa. Moussa, vous pouvez répéter ce que vous avez dit là à propos de Moumouni? S'il dit oui, allez, Moumouni, c'est comment? Donc il y a des confrontations, il y a d'abord les auditions, il y a des confrontations. Il faut bien qu'on t'interpelle pour écouter ce que c'est la justice, c'est le droit. On ne peut pas te prendre et t'enfermer et sans te poser des questions, dire que tu es coupable. Non, il y a la présomption d'innocence jusqu'à ce que la culpabilité soit prouvée. Donc les gens là qui ont été arrêtés, c'est pour les enquêtes préliminaires. C'est vraiment, c'était un dossier très 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 délicat, le dossier de coup d'État. Ce n'est pas des choses, vous savez, dans le code de justice militaire, les peines sont énormes. Donc il faut faire très attention pour ne pas aller condamner à tort quelqu'un qui n'a rien à... Je vous ai dit qu'il y a une liste de 10 officiers que nous avons retrouvés au domicile du monsieur qui semble être le chef. Mais qui n'ont même pas été interpellés d'abord, parce que c'est une liste qu'il a dressée. Je veux rester là, je ne voulais pas rentrer dans les détails. On ne peut pas dire, bon, parce qu'il y a une liste, on a trouvé une liste d'officiers chez le monsieur, les officiers là, ils sont nécessairement dans le... Non. Il faut qu'on fasse très attention. Notre armée est une armée très fragile en ce moment. Elle est sur le front en train de donner le meilleur d'elle-même. Je crois que nous n'avons pas vocation à la décourager. Elle fait très bien son travail. Moi, je ne jette l'opprobre sur personne. Mais je pense que nous avons des faits qui sont là, qui prouvent effectivement que des gens, pour une raison ou pour une autre, ont voulu renverser le régime en place. Ces gens-là vont être jugés conformément au texte de loi de notre pays, et puis la justice va trancher. Et je souhaite qu'elle tranche bien, pour le bien du peuple du Niger, pas pour quelqu'un d'autre. On a eu une information et les gens sont allés l'écouter à Filengue. Alors, compte tenu du fait qu'il est déjà en prison, on ne peut pas le prendre pour dire on va venir. Les gens sont allés le trouver là-bas et ils l'ont écouté. Maintenant, vraiment, je ne sais pas la suite, parce que ces dossiers-là ne me sont pas encore parvenus. Nous les avons pris en compte avant-hier et les enquêtes continuent. Au besoin, les gens vont se transporter encore une fois là-bas pour vérifier ce que les uns et les autres vont dire. On ne fait pas de l'amalgame. C'est pas parce que vous savez, dans ce pays-là, les gens sont prompts à faire de la délation. Nous avons appris beaucoup de choses. Moi, j'ai vu même un journal, on dit que j'ai acheté une école à 1,4 milliard. Une école. Moi, j'ai 2 écoles. Une qui a été créée en 1987 à Niamey. Il n'y avait pas de parti politique en tant que tel. Une deuxième, non, c'est pas au sujet. C'est la délation. Une deuxième qui a été créée en 1997. Voilà. Je vous remercie, messieurs les journalistes. Bonne journée. Suite de ce journal, nous recevons ce soir comme invité du journal Mohamed El Hadji Ousmane. Il est le ministre de l'élevage et nous allons évoquer avec lui le lancement officiel des activités du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, le PAPS, qui sera lancé demain. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Donc, le temps d'évoquer ce sujet, le gouvernement du Niger et la Banque mondiale ont signé ce matin un accord relatif au financement du projet d'extension de l'accès à l'électricité au Niger d'un montant de plus de 2 milliards de francs CFA. Cet important financement est la traduction concrète de la Banque mondiale à soutenir les efforts de développement consentis par les autorités de la 7e République. Rabi Bako, Tahirou Hassan. Cette signature équivaut à 67 millions de dollars US, soit environ 32,5 milliards de francs CFA. Une enveloppe dont une partie sert de prêt et une autre sous forme de don est non seulement la matérialisation de l'engagement de la Banque mondiale à accompagner le Niger dans ses efforts de développement socio-économique, mais marque aussi le retour de l'institution dans le secteur de l'énergie électrique après plus d'une décennie d'absence. Au niveau du secteur de l'énergie, de mémoire, je crois que le dernier projet que nous avons eu, c'est le projet d'interconnexion Kassina-Gazawa-Maradi-Zander, qui a été mis en service en 1994. C'est dire que ça fait plus d'une trentaine d'années que la Banque mondiale n'est pas intervenue directement dans le secteur de l'électricité au Niger. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on note ces comebacks de la Banque mondiale, et on espère que ça va être pour une longue période, parce que les besoins d'investissement sont énormes et on a besoin de beaucoup d'accompagnement.
En apposant ainsi leur signature sur le document, et le représentant résident de la Banque mondiale au Niger, Siaka Bakari, apporte un souffle nouveau à la Nigélec qui assurera la maîtrise d'œuvre de ce financement. Ces projets, ces ressources vont donc servir à appuyer le programme d'investissement de la Nigélec et lui permettre de donner la possibilité à 300 000 Nigériens d'avoir accès à l'énergie dans cet centre urbain dont Niamey. Ces bénéficiaires seront au nombre des petites et moyennes entreprises, les particuliers, les gouvernements locaux, les écoles et les centres de santé. Il permettra également à la Nigélec d'augmenter sa clientèle de près de 50% sur les 3 prochaines années. L'accès équitable des populations à l'énergie a toujours été une priorité pour le gouvernement. C'est pourquoi le ministre de l'économie et des finances, tout en se félicitant de l'aboutissement de l'opération, a tenu à rassurer la Banque mondiale quant à la bonne exécution du projet. Le projet d'expansion de l'accès à l'électricité vise à desserrer les goulots d'étranglement du réseau de distribution existant de la Nigélec, mais aussi satisfaire les fortes demandes de raccordement en attente dans 7 grands centres urbains du pays, y compris la capitale Niamey. Le projet financera également l'élaboration d'une stratégie nationale d'électrification qui servira de feuille de route pour développer un accès équitable à l'électricité dans les zones urbaines et périurbaines ainsi que dans les zones rurales. Le projet soutiendra aussi les activités de renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles du ministère de l'Énergie et du Pétrole. Avec ce financement, c'est une autre opportunité qui s'offre à la Nigélec d'améliorer ses prestations et répondre à la demande sans cesse croissante de raccordement dans les centres urbains. Je le disais, nous recevons ce soir comme invité du journal Mahaman El Hadji Ousmane, ministre de l'élevage. Monsieur le ministre, bonsoir. Le gouvernement du Niger et ses partenaires, notamment la Banque mondiale, lancent officiellement demain les activités du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, le PRAPS. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous faire la genèse de ce projet? Oui, merci à Barry de nous donner l'opportunité d'échanger sur cette grande cérémonie de demain. Qui consiste à lancer le projet régional d'appui au pastoralisme. Effectivement, ce projet a connu le début, vous vous en rappelez, la déclaration de Nouakchott, ce qu'on a appelé la rencontre sur le pastoralisme qui a eu lieu le 29 octobre 2013, qui, suite à la visite de tous les systèmes de la Banque mondiale, etc., vous vous rappelez, qui ont fait le tour dans les États du Sahel. Et cette déclaration de Nouakchott donc demandait aux chefs d'État et de gouvernement des 6 pays du Sahel qui sont concernés, notamment qui sont le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, à mobiliser ensemble un effort ambitieux pour un pastoralisme sans frontières. Partant de cette déclaration, donc pour concrétiser cette déclaration, les 6 pays du Sahel, plus les 6, en association avec le groupe de la Banque mondiale, ont entrepris des task force régionales, ce que nous appelons des rencontres régionales au niveau des capitales des 4 pays. Donc il y a eu 4 rencontres essentielles pour pouvoir concrétiser ce projet. La première rencontre, c'est celle de Ouagadougou qui s'est tenue du 30 au 31 janvier 2014, qui a vu le démarrage effectif du processus de formulation du PRAPS. La deuxième, celle à Nouakchott en Mauritanie, du 29 avril au 2 mai 2014 de la même année. Et la troisième, celle du 30 septembre au 2 octobre 2014, tenue à N'Djamena au Tchad. Et enfin, la quatrième, vous vous rappelez, j'étais même ici sur ce plateau, tenue à Niamey le 8 et 9 juin 2015, qui était la dernière task force régionale. Ce qu'il faut souligner, c'est que, et après cette task force régionale, il y a eu la rencontre de Dakar au Sénégal en mars 2015,
2015 qui consistait à entreprendre des discussions techniques et des négociations et ce qu'on appelle la signature des minutes avec le groupe de la Banque mondiale. Et donc qui a fini, je crois, au mois d'avril 2015 et qui a fait que le programme a été adopté par le conseil d'administration de la Banque mondiale. Depuis lors, donc, le PRAPS a été lancé au niveau régional à Bamako le mois dernier. Quelle est la conception de ce projet et quelle est son importance pour notre pays? Effectivement, le projet PRAPS que nous allons lancer demain matin a une grande importance pour le Niger, pour deux raisons. Vous vous souvenez que dès son accession à la magistrature suprême, le président de la République a instruit le gouvernement de faire cette question de développement des zones, de sécurisation des zones dans le cadre du programme de naissance. Et c'est ainsi que vous vous rappelez, on avait opté pour la SDS Sahel, où nous allons sécuriser, développer les zones du Sahel, dans les zones sahélo-sahariennes, où nous allons mettre un certain nombre d'infrastructures pour que cette jeunesse ne soit pas attirée par les organisations criminelles. Donc c'était la première version du Niger dans sa conception de tripartite, paix, développement, sécurité. Et partant de là, je voudrais raconter, il y a eu l'élan de Nouakchott qui a connu l'arrivée de tous les systèmes des Nations Unies, et donc nous sommes partis élaborer aujourd'hui ce PRAPS-là, qui va toucher tous les États du Sahel. Donc c'est un projet régional qui va toucher. Donc il va toucher les pasteurs, les agro-pasteurs, leurs familles, leur mode de vie. Donc il va contenir un certain nombre d'infrastructures qui va concerner. Donc ce projet, dans sa composition, quand on regarde, va permettre, en tout cas, les zones pastorales des pays du Sahel, à permettre à ce qu'il y ait un certain nombre de services, notamment l'amélioration de la santé animale, l'amélioration aussi de la gestion des ressources naturelles, puisque nous sommes dans des pays sahéliens, et également l'accès au marché, extrêmement important, parce que nous sommes dans un cadre d'intégration sous-régionale, et donc il faudra que toute cette production, notamment en matière d'élevage, puisse avoir des canalisations et l'accès au marché, et la gestion aussi des crises. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, le PRAPS prend cette question en compte. Et la gestion des crises pastorales en cas d'urgence, désormais, nous n'allons plus attendre. Nous avons un projet qui a un certain nombre de programmations qui va agir au sol. Et enfin, pour permettre aux populations d'avoir un mode de vie qui est traditionnel, mais qui va tendre vers le modernisme. Sans doute, le Niger est un pays pastoral. L'élevage est important, constitue la mamelle de l'économie, la deuxième mamelle de l'économie du Niger. Quelles sont les zones d'intervention du PRAPS, cet important projet, mais également quelles sont les populations bénéficiaires? Oui, vous savez que l'élevage, on le cite très souvent, est la deuxième mamelle de notre économie. Je m'avais pour preuve vous citer l'élevage aujourd'hui occupé par près de 87% de la population, les statistiques de l'INS, et près de ces 87%, près de 20% vivent de l'élevage exclusivement. Donc c'est dire toute l'importance de ce pastoralisme et de ce secteur au niveau de ces questions je viens de vous dire, c'est des questions de sécurité, de paix et de développement. Et en même temps, c'est la question de création d'emplois. On ne le voit pas. Le secteur agricole, grosso modo, nous occupe presque 90% de notre population. Donc c'est un secteur pourvoyeur d'emplois. Donc si aujourd'hui la population nigérienne va tranquille, c'est que le secteur agricole, notamment le secteur élevage, est un des secteurs porteurs d'emplois. Ensuite, le programme aura une portée nationale. Surtout au niveau, puisque nous avons parlé du programme régional. Mais nous avons un PRAPS Niger qui va concerner le pays, le Niger dans sa totalité, avec, comme je viens de dire, en sécurisant le secteur, en mettant un certain nombre d'infrastructures, en faisant les infrastructures de marché, etc. Donc le projet va toucher l'ensemble du territoire national et ça va concerner partout où nous avons notre élevage. Tous les Nigériens, 87% des populations se pratiquent l'élevage, donc ça concerne l'ensemble du territoire national. Monsieur le ministre, si aujourd'hui on tente de faire le bilan de votre passage au niveau du ministère de l'élevage, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Que faut-il retenir? Oui, Abari, là vous me posez, c'est vrai, nous sommes en fin de mandat, c'est vrai, après 5 ans de gestion de ce ministère, il est bien vrai, nous avons décliné le bilan au niveau gouvernemental de 5 ans, mais spécifiquement à mon ministère où j'ai eu la charge, où j'ai eu la confiance du président de la République, du Premier ministre de diriger ce ministère pendant 5 ans,
je dois vous dire qu'une des premières impressions, c'est que pendant 5 ans, nous avons eu un ministère de l'élevage extrêmement important. Souvent, vous savez, ce secteur a été sous-estimé et n'a pas existé en tant que département ministériel. Ça, c'est une première impression qu'il faut garder. C'est extrêmement important. Le Niger oriente sa politique économique dans le secteur porteur. C'est extrêmement important. Deuxième chose, ce que je dois dire, c'est que le président de la République, dans son programme, avait institué ce que les Nigériens désormais maintenant connaissent, le programme initiative 3e, qui est le Nigérien nourrissent les Nigériens. Et donc, à partir de cette déclinaison, nous avons adopté ce que nous avons appelé la stratégie de développement durable de l'élevage 2013-2035. Donc, désormais, nous n'allons plus naviguer à vue. Désormais, nous avons un repère, nous avons notre boussole. Donc, qui qu'il soit, qui viendra, aura cette stratégie dans laquelle on doit épuiser sa politique sectorielle à mettre. C'est une des premières observations, une des premières réalisations que nous avons. Deuxième réalisation extrêmement importante que nous avons faite, c'est le recrutement de près de 700 cadres au niveau du ministère de l'élevage.